Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Guillaume Martin, je suis enseignant-chercheur au laboratoire CIMAP à Grenoble. Les concepts de base de la solidification nécessaires à la compréhension des microstructures issues de la fabrication additive ont été décrites dans le cours précédent donné par Charles-André Gandin. Vous avez ensuite été familiarisé avec les microstructures des aciers issues des procédés de fabrication additive par mon collègue des mines de Paris, Sylvain Depinois. J'interviens ici dans la partie visant à donner les principales caractéristiques des microstructures des superalliages base-nickel issus des procédés de fabrication additive. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il m'a paru nécessaire de revenir brièvement sur quelques éléments de contexte. D'abord, le développement des superalliages base-nickel a été toujours intimement lié à l'industrie aéronautique. Ces alliages, ces superalliages, sont en effet nés d'un besoin de disposer de matériaux ayant une bonne tenue mécanique à chaud, notamment pour les pièces constituant les moteurs d'avion. La question qui peut se poser ensuite, c'est finalement pourquoi ces superalliages base nickel. Première chose, si vous vous appuyez sur une carte d'HB qui trace, comme l'indique le graphique ici sur la gauche de votre écran, la résistance mécanique en fonction de la température maximum de service, vous voyez assez nettement que les alliages de nickel vont se distinguer des autres par une très bonne tenue en température combinée à une haute résistance mécanique. Par ailleurs, si vous regardez maintenant le graphique qui apparaît ici sur votre droite, qui trace l'évolution de la limite d'élasticité en fonction de la température pour différents superalliages base nickel possédant différentes fractions de phase durcissante, on s'aperçoit de deux choses. D'une part, que la limite d'élasticité de ces alliages reste très élevée sur une très large gamme de températures, et que par ailleurs, pour certains alliages possédant des fractions volumiques relativement élevées de ces mêmes phases durcissantes, on notera des limites d'élasticité plus élevées autour de la température de 800 degrés que ce qu'elles ne peuvent être pour des températures basses autour de 400-500 degrés. Historiquement, les superalliages base nickel ont vu leur développement accéléré par la Seconde Guerre mondiale du fait des besoins croissants de l'armement et en particulier de l'aviation militaire. Néanmoins, par la suite et jusqu'à aujourd'hui, comme l'illustre le graphique ici sur votre droite, ces superalliages n'ont cessé de s'améliorer grâce à l'émergence de nouveaux procédés ou de nouvelles stratégies de design d'alliage visant par exemple à ajouter des éléments lourds qui diffusent lentement, de telle sorte à repousser les températures maximum d'utilisation de ces superalliages. Le métallurgiste a donc un rôle essentiel à jouer dans le développement de ces superalliages base nickel. Après avoir dressé un bref historique du développement des superalliages base nickel, il convient de s'interroger sur l'intérêt que peut avoir la fabrication additive pour fabriquer des pièces en superalliage base nickel. J'ai essayé d'énumérer ici un certain nombre de points qui peuvent être vus comme autant d'avantages à la fabrication additive pour la génération de pièces faites en superalliage base nickel. Parmi ces points, on retrouvera les libertés de design offertes par ces procédés, avec par exemple les parois transpirantes pour le refroidissement des chambres de combustion, les aspects liés à la réparation de pièces pour augmenter la durée de vie de certaines pièces, enfin les aspects liés au coût, puisque on sait très bien que le ratio buy to fly joue un rôle important dans le secteur aéronautique. Il convient ici de faire le rapport entre le coût que peut avoir la matière première que j'achète par rapport au coût et au volume de la pièce qui volera réellement in fine. Et enfin, je souhaitais aussi mentionner le fait que ces procédés offrent une liberté grâce à sa versatilité pour changer les microstructures sur mesure. J'ai choisi ici de vous montrer deux exemples qui montrent qu'au sein d'une même pièce, on peut arriver à générer des textures et des structures de grains différentes, voire même dans certains cas de figure, utiliser la fabrication additive pour générer des structures monocristallines. Après vous avoir donné quelques éléments visant à resituer ce cours dans cette école thématique, je vais essayer ici de vous donner un bref aperçu du plan du cours dédié aux microstructures des superalliages base nickel en fabrication additive. Évidemment, il paraît utopique en 30 minutes de donner un aperçu sur l'état de l'art actuel au niveau des microstructures des superalliages base nickel
issus des procédés de fabrication additive, j'ai néanmoins décidé d'essayer de vous donner les principales caractéristiques afin de vous donner une sorte de guide pour pouvoir lire plus facilement certaines publications. Je commencerai ici par des généralités, donc des rappels sur la métallurgie des superalliages base nickel en termes d'éléments d'alliage, de phase en présence, de mécanismes de durcissement, mais également des différentes familles d'alliages qui ne sont pas destinées nécessairement au même cahier des charges. Je rentrerai ensuite dans le vif du sujet en traitant le cas d'un alliage soudable. Ici, j'ai choisi de prendre l'alliage le plus connu et sur lequel on trouve le plus de bibliographie, c'est-à-dire l'Inconel 718. Je décrirai les microstructures de cet Inconel 718 issues de différents procédés de fabrication additive et en particulier les procédés de fusion laser sur lit de poudre ou de fusion sur lit de poudre à l'aide d'un faisceau d'électrons. Je mentionnerai ici aussi les aspects de design microstructural par des modifications des stratégies de fusion. Enfin, j'évoquerai brièvement les traitements thermiques associés à l'Inconel 718 et les possibles conséquences des conditions d'élaboration en fabrication additive sur ces mêmes traitements thermiques. Dans une troisième partie seulement, j'aborderai le cas des alliages non soudables. Ces alliages non soudables souffrent d'un certain nombre de défauts, notamment de ce qu'on appelle des phénomènes de fissuration, sur lesquels je reviendrai au niveau des mécanismes, et ces mêmes mécanismes permettront d'identifier quelles sont les pistes possibles, les solutions pour éviter cette fissuration. Enfin, je tirerai les grandes conclusions des transparents que je vous aurais présentés précédemment. J'aime bien commencer par cette illustration quand je présente et j'introduis les superalliages base nickel aux étudiants. Donc on part d'une classification périodique dans laquelle on fait ressortir tous les éléments d'alliage qui sont de près ou de loin pour diverses raisons ajoutés à ces superalliages et on les appelle finalement les superalliages parce qu'ils contiennent de nombreux éléments d'addition. Puis j'ai rajouté à titre personnel, ils sont super parce qu'ils sont très résistants en conditions sévères, donc que ce soit des sollicitations mécaniques en température dans des environnements corrosifs par exemple, ou oxydants. Et enfin ils sont super parce qu'ils sont extrêmement riches sur le plan métallurgique, et donc ils permettent vraiment à un métallurgiste d'utiliser toutes les notions qu'il connaît pour essayer d'améliorer les microstructures ou les compositions de ces mêmes superalliages. Dès l'étape de conception de l'alliage, il faut s'interroger et peser un petit peu le poids et les effets positifs et négatifs que peuvent avoir certains éléments. Donc je vais juste prendre quelques exemples dans ce tableau récapitulatif. Si on prend par l'exemple du chrome, on voit qu'il a plusieurs effets positifs, en l'occurrence le renforcement par solution solide de la matrice et une augmentation de la résistance à l'oxydation et la corrosion. En revanche, on voit qu'il a un effet plutôt négatif sur, par exemple, la formation de phases topologiquement complexes qui sont des phases fragilisantes. Donc tout ça pour dire que comme les superalliages base nickel contiennent un grand nombre d'éléments, lors des étapes de design d'alliage, il faut bien évidemment peser les effets positifs et négatifs de tous les éléments que l'on va ajouter à notre alliage. L'ajout de ces différents éléments d'alliage va stabiliser ou au contraire déstabiliser la formation de différentes phases. La première phase qu'il convient ici de décrire, c'est la phase austénitique, donc cubique phase centrée nickel, qui sera durcie par ajout d'éléments en solution solide, d'accord, par notamment des substitutions d'atomes de nickel par d'autres atomes. Ensuite, la phase suivante qu'il faut bien savoir décrire, c'est la phase gamma prime, puisque c'est une phase durcissante dans les superalliages base nickel. Elles correspondent à des précipités cohérents et ordonnés de type Ni3 à LTI, dont le paramètre de maille est assez proche de la matrice gamma. Ces précipités vont présenter différentes morphologies, des morphologies sphériques comme vous voyez ici sur les précipités gamma prime secondaires en bas sur l'image de droite, ou des morphologies cubiques pour les morphologies primaires que vous voyez ici. La seconde phase durcissante que l'on rencontre dans les superalliages base nickel, c'est la phase gamma seconde, qui correspond à des précipités cohérents de type Ni3NB. Donc ce sont évidemment des phases durcissantes qui vont se former dans des alliages riches en niobium. Cette phase durcissante Ni3NB, il faut bien contrôler sa formation puisque dans certaines conditions de température et de temps, elle peut se transformer en une phase delta qui peut être fragilisante quand elle est présente en grande proportion, mais qui peut être bénéfique pour la tenue en traction, en fatigue et en fluage quand on maîtrise ses proportions et sa distribution spatiale.
La troisième catégorie de phases qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est les fameuses phases TCP, donc pour topologiquement complexes, qui sont des phases qui précipitent lors des dernières étapes de la solidification ou éventuellement lors de vieillissement prolongé. Donc ces phases sont mieux connues sous le nom de phase sigma, phase mu ou éventuellement phase de lave. Ce sont des phases fragilisantes et qui sont riches en éléments durcissants. Donc leur précipitation va priver la matrice du renforcement en solution solide par substitution des atomes de nickel par ces éléments durcissants. Enfin, il faut aussi noter le rôle essentiel que peuvent jouer des phases secondaires de type carbure ou borure. Lorsqu'ils précipitent au joint de grain, ils vont retarder les mécanismes de type glissement intergranulaire qui peuvent intervenir lorsqu'on est en condition de fluage, ou précipiter dans la matrice, auquel cas ils vont renforcer la matrice, et ça sera le cas uniquement des carbures et pas des borures. J'ai rappelé précédemment les principales phases susceptibles de se former dans les superalliages base nickel. Les propriétés mécaniques de ces mêmes superalliages résultent de la superposition de plusieurs mécanismes de durcissement. J'ai choisi ici de rappeler les deux principaux. Premièrement, le durcissement par solution solide. Ce durcissement consiste à substituer des atomes de la matrice, donc des atomes de nickel, par d'autres éléments dont le rayon atomique va venir perturber localement le réseau atomique. Donc on peut penser ici à des éléments de type molybdène, tungstène, rhénium, voire ruthénium. Ces éléments lourds sont généralement choisis parce qu'ils vont diffuser très lentement et donc ils vont contribuer à augmenter la résistance au fluage à haute température quand on est dans un régime dont le fluage est piloté par les phénomènes diffusifs. Le second mécanisme de durcissement qui est crucial dans les superalliages base nickel, c'est le durcissement par précipitation, soit par des phases gamma prime ou des phases gamma seconde, ou les deux simultanément. Donc ce durcissement va dépendre non seulement de la fraction des précipités, de leur taille caractéristique et de leur distribution spatiale. Il faut entendre ici la distance interprécipitée. Et on soulignera enfin le rôle que peut jouer le misfit, donc la cohérence, qui est la différence de paramètres de maille entre la phase gamma et la phase gamma prime. C'est aussi un paramètre qui sert un petit peu à ajuster les propriétés mécaniques de ces superalliages base nickel. Dernier point que je voudrais aborder avec vous dans les généralités sur les superalliages base nickel, c'est la classification en différentes familles d'alliages. On trouve souvent dans la bibliographie une classification qui repose sur le cahier des charges. Donc par exemple, on va distinguer les alliages polycristallins généralement pour les disques de turbine, des alliages monocristallins généralement dédiés aux aubes. Alors pourquoi cette classification? Elle repose simplement sur le fait que quand on a un disque, on va par exemple avoir besoin d'une certaine résistance à la fatigue qu'on peut obtenir que dans des alliages polycristallins, alors que pour les aubes monocristallines, ce qu'on recherche, c'est vraiment la résistance au fluage à très haute température, et donc là il faudra supprimer les joints de grain qui sont autant de sites d'amorçage, d'endommagement lorsqu'on est en condition de fluage. Maintenant, quand on s'intéresse à la fabrication additive, on rencontre souvent la classification suivante, c'est soudable versus non soudable. Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par soudabilité? Donc au sens de la norme ISO 581, la soudabilité, un matériau métallique est dit soudable lorsque pour un procédé ou une application donnée, son soudage assure une bonne santé métallurgique et les propriétés requises à la partie soudée ou à l'ensemble dont elle fait partie. On s'aperçoit en fait qu'il y a d'énormes similitudes entre les procédés de fabrication additive et les procédés de soudage, et que donc généralement quand les matériaux mis en œuvre par soudage rencontrent un certain nombre de difficultés, et on va faire face au même type de difficultés lorsqu'on les met en œuvre par fabrication additive. Alors généralement, les alliages non soudables sont des alliages qui sont fortement durcis par la phase gamma prime avec des fractions supérieures à 40%. C'est pour ça que vous rencontrez souvent dans la littérature ce type de diagramme là qui vise à classifier un petit peu les alliages soudables des non soudables, avec dans la partie en vert les alliages qui sont soudables et dans la partie en rouge les alliages qui sont non soudables. Alors je reviendrai un petit peu là-dessus parce que j'ai un regard extrêmement critique sur ce type de classification après avoir travaillé un petit peu dans le domaine. Après ce rapide survol des généralités sur la métallurgie des superalliages base nickel, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet en décrivant les microstructures d'un alliage soudable.
Donc en préambule, je souhaiterais juste signaler ici que j'ai choisi de me focaliser sur l'Inconel 718, qui est un superalliage réputé soudable, et pour lequel on va trouver énormément de bibliographie. Vous avez sa composition chimique ici dessous, et vous noterez que cet alliage possède une faible teneur en titane et en aluminium, ce qui fait qu'il possède un pouvoir de durcissement par la phase gamma' qui n'est pas énorme. On va se focaliser dans ce qui suit sur les microstructures brutes de fabrication, issues des procédés de fusion sur lit de poudre par un faisceau laser ou par un faisceau d'électrons, et j'essaierai ici d'attirer votre attention sur leur principale singularité. Enfin, j'aborderai les traitements thermiques, en essayant de répondre à la question: faut-il adapter, oui ou non, les traitements thermiques sur des pièces issues de la fabrication additive? Regardons de plus près les microstructures dans l'état brut de fabrication de cet alliage Inconel 718, soit dans le cas du procédé de fusion laser sur lit de poudre, ou dans le cas de fusion sur lit de poudre à l'aide d'un faisceau d'électrons. Donc quand on regarde au niveau de la structure de grains, révélée ici par des cartographies EBSD, on s'aperçoit de plusieurs points communs, notamment une forte anisotropie à la fois morphologique et cristallographique. Donc on voit des grains colonnaires fortement allongés dans la direction de construction. Ça c'est pour ce qui a trait à l'anisotropie morphologique. Et enfin, une forte anisotropie cristallographique, comme on le voit ici, avec une orientation 0,01 majoritaire qui correspond à un alignement de la direction de croissance privilégiée dans les structures cubiques face centrée, donc qui est la direction 0,01, avec la direction principale du gradient thermique. Enfin, quelque chose aussi qu'on peut noter comme point commun, c'est que les grains vont être d'autant plus gros que les densités d'énergie appliquées seront grandes. Je viens de faire ressortir quelques similitudes au niveau de la structure de grains entre le procédé LPBF et le procédé EPBF. Quand on va descendre d'une échelle, c'est-à-dire regarder ce qui se passe à l'échelle intragranulaire, c'est là qu'on va s'apercevoir d'énormes différences entre les deux procédés. Déjà, on va s'apercevoir que les espaces interdendritiques sont inférieurs au micron dans le cadre du procédé LPBF, alors qu'ils s'étalent entre 5 et 15 microns dans le cas du procédé EPBF. Cela est en partie lié aux différences de vitesse de refroidissement, qui sont beaucoup plus importantes dans le cas du procédé LPBF que dans le cas du procédé EPBF. Au niveau des densités de dislocation, on notera une densité de dislocation très élevée dans le cadre du LPBF, alors qu'une densité de dislocation extrêmement faible sera généralement observée dans le cadre du procédé EPBF. Enfin, en termes de contraintes résiduelles, elles sont généralement élevées dans le cas du procédé LPBF, alors qu'elles sont généralement faibles dans le cadre du procédé EPBF. Toutes ces différences sont majoritairement liées à l'aspect de préchauffage du procédé EPBF, qui va conduire non seulement à des vitesses de refroidissement moins importantes, mais également à une restauration in situ, ce qui va expliquer en partie la chute de la densité de dislocation par rapport au cas du procédé LPBF. Au rayon des différences, j'attire votre attention ici sur la différence au niveau de l'état de précipitation que l'on peut observer dans les microstructures issues du procédé LPBF ou dans les microstructures issues du procédé EPBF. Dans le cadre de la fusion laser sur lit de poudre, on constate généralement dans les microstructures brutes de fabrication très peu de précipitation et peu de gradient de précipitation dans la hauteur des pièces. En revanche, si l'on s'intéresse à l'Inconel 718 fabriqué par le procédé EPBF, on va s'apercevoir qu'il y a une précipitation profuse de différentes phases dans notre matériau et qu'en plus de ça, on a un gradient de précipitation le long de la hauteur, avec des tailles et des précipités de nature différente selon que l'on se trouve dans le bas ou dans le haut de la pièce. Et cela est en partie dû aux différences de vitesse de refroidissement, mais aussi à la différence induite par le préchauffage qui agit comme un recuit in situ dans le cas du procédé EPBF. Si l'on s'intéresse maintenant d'un petit peu plus près à l'état de précipitation qu'il existe dans les microstructures de l'Inconel 718 fabriquées par le procédé LPBF, on s'apercevra qu'il y a très peu de précipitations de seconde phase, on notera seulement quelques carbures, mais aussi et surtout la présence de seconde phase de type lave qui précipite en fin de solidification. En revanche, quand on va regarder les microstructures de ce même Inconel 718, mais cette fois-ci fabriquées par le procédé EPBF, on va s'apercevoir qu'il y aura beaucoup de précipités, notamment des précipités de type gamma seconde, gamma prime, voire de la phase delta, et que cet état de précipitation va être
très dépendant de la position à laquelle on va regarder nos microstructures, car comme je l'évoquais précédemment, on va avoir un gradient selon la hauteur à cause du préchauffage qui agit comme un traitement thermique in situ. Donc pour ce faire, on trouve dans la littérature des gens qui utilisent les outils métallurgiques un peu classiques, donc des diagrammes TTT ou TRC, qui permettent de reconstituer le chemin de refroidissement vu par certains points particuliers des pièces, et qui montrent du coup pourquoi il est possible d'avoir des microstructures différentes selon que l'on se trouve en bas ou en haut de nos pièces. Avant de basculer sur la description des traitements thermiques qu'il est nécessaire d'appliquer aux pièces issues de la fabrication additive, je voudrais ici juste faire un petit aparté sur l'effet que peuvent avoir les stratégies de fusion sur les microstructures brutes de fabrication. Et en fait, ce que je souhaite faire ici, c'est plutôt répondre à la question: peut-on générer des microstructures sur mesure? C'est une des forces que peut avoir la fabrication additive, donc autant qu'on regarde de près si on peut utiliser ce levier d'action. Alors d'abord, on peut dans ces procédés jouer sur les paramètres de fabrication, donc typiquement les procédés du premier ordre, puissance, vitesse, mais on peut également jouer sur les stratégies de fusion, donc la façon dont on va laser les différents cordons et l'ordre dans lequel on va les fondre. Et puis on peut aussi éventuellement imaginer des stratégies, comme dans le procédé EPBF, qui font appel à un préchauffage. La maîtrise de tous ces paramètres peuvent nous donner accès au contrôle d'un certain nombre de paramètres qui vont ensuite nous permettre justement de fabriquer, de générer des microstructures sur mesure. Donc la gestion et le contrôle des paramètres de fabrication et des stratégies de fusion doivent permettre, dans une certaine mesure, de contrôler à la fois la morphologie et la taille des bains de fusion, mais également l'amplitude et l'orientation des gradients thermiques. Ce faisant, on va pouvoir gérer localement les textures et ou les formes de grains. C'est l'exemple le plus connu que vous pouvez rencontrer dans la bibliographie, c'est celui-là, c'est le fameux DOE de Oak Ridge, dans lequel, au sein d'une même pièce, les stratégies et les paramètres de fusion ont été modifiés, de telle sorte à modifier à la fois la morphologie et les textures des grains. Pour aller dans ce sens-là et pour appuyer un petit peu plus mon propos, puisque c'est sur les superalliages base nickel que les premiers développements de microstructures sur mesure ont été réalisés, j'ai pris ici quelques illustrations extraites de la bibliographie qui montrent, dans le cas du procédé LPBF, que l'on peut, par modification des stratégies de fusion, modifier à la fois les aspect ratios mais aussi les textures des grains colonnaires dans les microstructures brutes de fabrication de l'Inconel 718. J'ai ensuite choisi une autre illustration dans le cas du procédé EPBF, qui montre qu'en changeant la stratégie de fusion, donc soit en faisant une stratégie de remplissage de type hatching, soit en faisant une stratégie de remplissage de type point, et ben on va pouvoir comme ça, de ce fait, modifier les textures et les morphologies de grains et basculer d'une morphologie colonnaire à une morphologie équiaxe. Enfin, un autre cas spectaculaire qui me paraissait intéressant de discuter, c'est le cas de la génération de monocristaux par le procédé EPBF, puisqu'il a été montré par une équipe allemande que l'on peut, en optimisant les stratégies de fusion, parvenir à la fabrication de monocristaux par un procédé de fabrication additive, et il montre que les tenus au fluage de ces monocristaux sont au moins aussi bons que les monocristaux obtenus par des voies d'élaboration plus standards, donc de la solidification dirigée de type Bridgman. Maintenant que je vous ai donné un bref aperçu des microstructures attendues dans l'état brut de fabrication à l'issue des procédés de fusion sur lit de poudre, soit à l'aide d'un faisceau laser, soit à l'aide d'un faisceau d'électrons, on va maintenant se questionner sur l'intérêt potentiel d'un post-traitement thermique pour conférer à nos pièces les propriétés finales attendues. Alors voici le traitement thermique standard qui est généralement appliqué aux pièces en Inconel 718 issues d'un procédé de coulage puis forgeage. Donc on a d'abord une mise en solution à 980 degrés pendant 1 heure, suivi d'un refroidissement à l'air, et ensuite un vieillissement à double étage, un premier à 720 degrés pendant 8 heures, suivi d'un refroidissement relativement lent de 50 degrés par heure, et ensuite on a l'étape finale, le vieillissement final à 620 degrés pendant 8 heures, pour un refroidissement final à l'air jusqu'à la température ambiante.
Donc ça va nous donner à la fin une microstructure dans laquelle on a contrôlé la précipitation de la phase delta. On en a fait précipiter juste un peu pour bloquer un petit peu la croissance des grains gamma. Et ensuite on a fait précipiter à la fois les phases gamma seconde et gamma prime dans la matrice pour obtenir les propriétés d'usage finales. Maintenant, si on s'intéresse à ce traitement thermique à appliquer pour nos pièces issues de la fabrication additive, il faut se poser un certain nombre de questions, parmi lesquelles les plus importantes sont les suivantes. Est-ce qu'il faut adapter le traitement thermique à nos pièces de FA, compte tenu du fait que les échelles auxquelles vont se produire les microségrégations issues de la solidification seront très différentes de ce que l'on peut attendre dans un lingot par exemple issu d'une coulée continue? Est-ce qu'il est nécessaire, au vu des vitesses de refroidissement mises en jeu, notamment dans le procédé LPBF, de faire une remise en solution standard? Est-ce que les cellules de dislocation que l'on constate généralement dans les microstructures brutes de fabrication de fusion sur lit de poudre à l'aide d'un faisceau laser vont être stables ou pas lors d'un futur traitement thermique? Et enfin, est-ce qu'on peut se contenter, ça rejoint un peu la question de tout à l'heure, d'un simple vieillissement sans passer par une remise en solution préalable? Et donc toutes ces questions vont avoir un impact sur les températures et les temps que l'on va choisir quand on va optimiser les traitements thermiques. Par exemple, si on a besoin de faire une remise en solution, est-ce qu'on a besoin d'avoir une mise en solution aussi longue que ce qu'elle est nécessaire quand on a un lingot de solidification? Probablement pas, parce que les ségrégations, comme je l'expliquais précédemment, se produisent à des échelles beaucoup plus petites. En ce qui concerne la stabilité des cellules de dislocation, il faut regarder de près si elles ont tendance à être stables, c'est-à-dire à se conserver au cours d'un traitement thermique ou au contraire à disparaître. Et là, c'est là qu'il faudra être attentif aux traitements super ou subsolvus qui peuvent parfois introduire des phénomènes de recristallisation au vu des densités de dislocation importantes que l'on peut avoir dans certaines microstructures. Et puis, on peut aussi se questionner sur l'absence totale de remise en solution, comme j'ai dit tout à l'heure, comme on obtient une solution solide sursaturée brute de fabrication, il n'est peut-être pas nécessaire d'appliquer un traitement de vieillissement, de remise en solution à nos pièces issues de fabrication additive. Maintenant, si on regarde un exemple un peu plus concret, toujours sur l'Inconel 718, on voit que l'état de précipitation obtenu, donc ici sur l'image en haut à gauche, dans un matériau qui est issu du procédé standard, c'est-à-dire coulé d'un lingot puis forgeage de ce même lingot suivi d'un traitement thermique standard qui est celui que j'ai décrit précédemment, et l'état de précipitation dans un matériau brut de fabrication additive qui a seulement suivi un vieillissement, donc il n'y a pas eu de remise en solution, on s'aperçoit que les performances en termes de fluage sont même meilleures pour le matériau qui est seulement vieilli à l'issue du procédé de fabrication que ce qu'il n'est pour la microstructure obtenue par la voie classique. Et donc ça pose vraiment question, ça pousse à nous interroger sur l'optimisation des traitements thermiques dédiés aux pièces issues de la fabrication additive. J'en ai terminé maintenant sur le cas d'un alliage soudable, et pour ce faire, je me suis appuyé assez largement sur l'exemple de l'Inconel 718. Maintenant, nous allons traiter un cas un petit peu plus épineux qui est le cas des alliages réputés non soudables. Donc d'abord quelques exemples de ces alliages difficilement soudables, parmi lesquels on retrouvera l'Inconel 738, certainement le plus étudié, l'Inconel 939, le MAR 247, le CMSX4, etc., etc. Donc on trouve de nombreux alliages aujourd'hui dans la bibliographie, puisque ce sont les alliages généralement les plus intéressants du point de vue de la résistance au fluage, et ils possèdent une fraction de gamma prime supérieure à 40%. Donc je vous ai mis ici la composition de ces différents alliages non soudables, et on notera pour l'Inconel 738 et l'Inconel 939 des teneurs en aluminium et en titane relativement élevées, ce qui va conduire à une précipitation importante, intense, de phase gamma prime. Alors pourquoi ces alliages sont dits non soudables? Ces alliages réputés non soudables souffrent généralement de la présence de défauts relativement sévères de type fissure, dont vous voyez un exemple ici en bas à gauche, dans une microstructure brute de fabrication issue du procédé LPBF, ou dans une microstructure brute de fabrication issue du procédé EPBF. L'étude fondamentale des mécanismes à l'origine des fissures est de mon point de vue essentielle,
car c'est à partir de la compréhension de ces mécanismes que l'on va être en capacité de proposer des guides, des stratégies de design d'alliage pour la fabrication additive visant à combattre ces phénomènes de fissuration. Avant de revenir plus en détail sur les mécanismes de fissuration, attardons-nous rapidement sur les microstructures de ces superalliages base nickel réputés non soudables. Si l'on s'en tient à l'échelle des grains, on va pouvoir constater grosso modo la même chose que ce que l'on a dit sur l'Inconel 718. C'est-à-dire généralement une forte anisotropie morphologique et cristallographique des grains, avec des grains allongés le long de la direction de construction. Et les grains seront d'autant plus gros que les densités d'énergie sont grandes, puisque cela va favoriser la croissance des grains par épitaxie, par refusion des couches sous-jacentes. À l'échelle intergranulaire, on pourra faire les mêmes remarques que précédemment. C'est-à-dire que les alliages soudables ou non soudables vont présenter les mêmes particularités. Des microstructures beaucoup plus fines dans le cas du procédé LPBF avec des densités de dislocation relativement élevées, alors que dans le cas du procédé EPBF, on aura très peu de dislocation, des vitesses de refroidissement plus importantes, mais aussi et surtout un état de précipitation qui va dépendre de la hauteur de notre échantillon, comme vous le voyez ici sur cette image à droite, où vous voyez que la précipitation des gamma primes va dépendre de la hauteur à laquelle on va se mettre dans notre pièce, puisque on aura précipitation de très fins gamma primes tout en haut de notre pièce, et ces mêmes gamma primes auront eu le temps de croître puis coalescer dans le bas de la pièce, sous l'effet du recuit in situ induit par le préchauffage inhérent à ce procédé EPBF. Je reviens maintenant sur les aspects de fissuration et notamment sur les mécanismes qui peuvent intervenir. En s'appuyant sur la littérature historique du soudage, on peut recenser 4 mécanismes différents à l'origine de fissures dans des pièces de superalliage base nickel fabriquées par des procédés couche par couche. D'abord, les procédés de fissuration à chaud. Donc, parmi ces procédés de fissuration à chaud, on a soit la fissuration en fin de solidification, soit la fissuration par liquation que je traiterai par la suite. Quand on parle de fissuration en fin de solidification, on parle des films liquides qui sont présents entre les dendrites ou au niveau des joints de grains lors des derniers instants de la solidification. Ces films liquides continus vont pouvoir être sollicités mécaniquement par deux phénomènes, soit par le changement de volume associé à la transformation liquide-solide, donc la solidification, soit à cause des fortes vitesses de refroidissement qui sont typiques des procédés de fabrication additive. Et cela va nous générer une fissuration dite de fin de solidification. Alors cette fissuration, elle peut être constatée, observée dans des pièces brutes de fabrication, et ce qu'on note généralement pour ce type de mécanisme, c'est qu'on a une morphologie dendritique, comme vous le voyez ici sur l'image de droite, sur des faciès de rupture. Le second mécanisme de fissuration à chaud, c'est le mécanisme qui intervient par liquation. Ce phénomène se manifeste souvent dans les zones affectées thermiquement, lorsque des phases ou des ségrégations sont localement refondues. Ici, la notion de cyclage thermique est importante. Vous avez une illustration ici sur la droite du phénomène de liquation, puisqu'on a une observation ici d'une pièce où la dernière couche est dépourvue de fissures, alors que les couches sous-jacentes, elles, sont fissurées. Ça veut dire que c'est lorsqu'on a une refusion, un réchauffage de la zone affectée thermiquement, que vont pouvoir se liquéfier certaines phases ou certaines zones ségrégées de notre matériau. Il peut également se produire des phénomènes de fissuration qui se produisent à l'état solide. On en retient deux. Le premier, c'est ce qu'on appelle le phénomène de fissuration de type ductility deep cracking, dont vous avez une petite illustration sur le schéma ici à gauche. Quand on trace la ductilité en fonction de la température, on note un creux de ductilité pour des températures relativement élevées. Donc ça, c'est ce qu'on peut associer parfois à un creux de forgeabilité, qui correspond à une dégradation de la ductilité dans un intervalle de température donné. Et ça, on peut le voir en effet en faisant des essais mécaniques à haute température et en mesurant la ductilité en fonction de la température. On s'aperçoit ici par exemple pour l'Inconel 718 ou pour le superalliage wasp alloy qu'on a un creux de ductilité aux alentours de 800 degrés pour le wasp alloy et aux alentours de 700 degrés pour l'Inconel 718.
Le second mécanisme qui peut intervenir également à l'état solide, c'est le mécanisme dit de strainage cracking, qui se manifeste lors de traitements post-fabrication et qui résulte de la compétition entre la relaxation des contraintes résiduelles issues du procédé et une précipitation intense de gamma prime. Donc ce mécanisme de fissuration à l'état solide se manifeste aussi uniquement pour des alliages dont la fraction de gamma prime excède 40%. Donc on voit ici sur une petite illustration sur l'écran sur la droite, où l'on va avoir des cinétiques ici de précipitation qui sont soit suffisamment rapides pour éviter d'avoir une compétition entre la relaxation des contraintes résiduelles et la précipitation de phase durcissante ici dans la partie hachurée de mon diagramme, ou des cinétiques qui vont être trop lentes et pour lesquelles on va passer par ce nez de précipitation. Et à ce moment-là, comme on aura une compétition entre la relaxation des contraintes résiduelles et la précipitation intense de gamma prime, on ne va pas relaxer les contraintes résiduelles suffisamment rapidement alors qu'on va continuer de durcir le matériau et le matériau ne va pas supporter et va se fissurer. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de strainage cracking. Une fois qu'on a bien en tête les 4 mécanismes qui sont susceptibles d'intervenir dans la fissuration de ces superalliages base nickel réputés non soudables mis en œuvre par fabrication additive, il faut se poser la question des stratégies que l'on a à disposition pour essayer justement de combattre ces mécanismes de fissuration. Alors j'en vois essentiellement 2. Donc la première stratégie vise à optimiser le procédé pour éviter cette fissuration. Comment on peut faire? On peut par exemple appliquer un préchauffage qui aura pour objectif de diminuer les contraintes thermiques, ou l'on peut optimiser les stratégies de fusion de telle sorte à générer des microstructures qui seront plus résistantes au phénomène de fissuration à chaud. Donc typiquement, par exemple, générer des microstructures avec des grains plus fins, puisqu'on sait dans la littérature de la solidification que des grains plus fins conduisent à une meilleure résistance au phénomène de fissuration en fin de solidification ou de fissuration de type liquation. La deuxième grande stratégie que l'on peut envisager, c'est par la manipulation et l'optimisation de la composition chimique de nos superalliages. D'abord, il faut conserver un certain nombre de stratégies de design d'alliage que l'on utilise habituellement quand on va concevoir un superalliage base nickel, mais il faut en outre ajouter des critères spécifiques à la fabrication additive, et en particulier des critères en lien avec la sensibilité à la fissuration à chaud, et donc des critères qui vont reposer sur un certain nombre de caractéristiques du chemin de solidification suivi par notre alliage dans des conditions typiques de la fabrication additive. Si l'on pense maintenant à des mécanismes de type strainage cracking, qui je rappelle ici se manifestent lorsqu'on a une compétition entre la relaxation des contraintes résiduelles et la précipitation d'une phase durcissante de type gamma prime, on peut réfléchir à la cinétique de précipitation de cette phase gamma prime ou éventuellement à la proportion de cette phase gamma prime pour essayer de limiter l'impact de ce phénomène de strainage cracking. Enfin, pour les superalliages polycristallins, il y a une réflexion à avoir aussi sur la teneur en éléments mineurs que l'on va ajouter à notre superalliage et qui sont souvent cruciaux pour la tenue au fluage, mais qui peuvent avoir un rôle néfaste pour éviter en termes de fissuration à chaud. Donc je pense ici à des éléments comme le bore, le carbone, le zirconium, voire le hafnium. Il faut donc pour ces éléments-là trouver un compromis entre la sensibilité à la fissuration lors de l'élaboration et la tenue au fluage pour les propriétés d'usage. Il est temps pour moi de conclure cette présentation sur les superalliages base nickel issus de la fabrication additive métallique. J'ai essayé au cours de cette présentation de vous montrer que les microstructures issues de ces procédés présentent un degré de métastabilité plus ou moins marqué. Très marqué pour les microstructures issues du procédé LPBF et une métastabilité moins marquée pour les microstructures issues du procédé EPBF ou des procédés de type WAM. Les conditions de fabrication inhérentes à ces procédés invitent à revisiter la métallurgie de ces alliages. Ces procédés offrent par ailleurs d'immenses possibilités quant à l'optimisation des microstructures et donc des propriétés. Les superalliages soudables ne posent généralement pas de problème de fabricabilité en fabrication additive. En revanche, les superalliages les plus performants, souvent ceux chargés avec des fortes fractions
de précipités gamma prime sont généralement réputés non soudables. Ils sont ainsi sensibles aux phénomènes de fissuration lors de l'élaboration. Ces phénomènes de fissuration constituent un véritable verrou scientifique à lever si l'on souhaite parvenir à la fabrication de pièces viables par fabrication additive pour ces superalliages base-nickel à très haute performance. Il s'agit ainsi aussi de revoir les stratégies de design d'alliage pour ajouter des critères qui sont spécifiques à ces procédés de fabrication additive. Cela laisse donc de jolies perspectives pour les métallurgistes que vous êtes. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous trouverez ici un certain nombre de références bibliographiques sur lesquelles je me suis appuyé pour construire ce cours de cette école thématique et qui visait à décrire les microstructures des superalliages base-nickel issus des procédés de fabrication additive. Tous